Salut, les fonctions sphere_trace_by_channel et multi_sphere_trace_by_channel vont nous permettre de pouvoir tracer une sphère qui va partir d'un point A à un point B. Elle va donc être bien étirée, ça va presque ressembler plus à un cylindre qu'une sphère. Et ces deux fonctions vont faire la même chose, à savoir vérifier si le long de ce tracé, on va entrer en contact avec des acteurs. La première fonction va nous retourner les informations sur le premier acteur que ça va croiser, et uniquement sur lui. La fonction multi_sphere_trace_by_channel va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va retrouver tous les acteurs, toutes les collisions qu'il y a eu le long du tracé. C'est la différence entre ces deux fonctions. Donc on va étudier tout d'abord celle-ci, on va s'attaquer aux inputs qui sont exactement les mêmes dans les deux cas, donc on va faire d'une pierre deux coups. Mais avant toute chose, je vous montre en jeu à quoi ça correspond. Nous avons ici un acteur qui est le cube, donc, et à chaque frame, à chaque image par seconde, j'exécute cette fonction de sphere_trace_by_channel avec le débugage qui me permet d'avoir le tracé justement qui apparaît à l'écran. En jeu, bien évidemment, ça n'apparaîtra plus. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le tracé au début est rouge. Dès qu'il y a une collision, elle est symbolisée par ce petit carré rouge et qu'on a un changement du coup de couleur du tracé qui devient vert pour nous dire qu'il y a bien eu une collision. On étudie quand même le tracé jusqu'au bout, mais même s'il y a d'autres acteurs qui rentrent en collision, on voit qu'il ne se passe rien, il n'y a pas d'impact. En bas à gauche, je vous retourne dans l'interface utilisateur le nom de l'acteur en question que l'on croise. Je peux l'afficher grâce aux informations que me retourne ici ce petit carré, le point d'impact. On va voir ça dans un instant. Et vous allez voir aussi que si je déplace mon acteur, il n'y en a plus ici dans le channel, il n'y en a pas d'autre mis à part le cube vert et du coup l'impact se met ici sur le cube vert. C'est également le premier arrivé qui est le premier servi. Si je positionne mon cube vert devant le cube bleu, la collision se fait maintenant ici sur ce cube. Donc dans la fonction de sphere_trace_by_channel, ça nous retourne donc l'information sur le premier élément qui rentre en collision avec notre objet. Point très important, on parle donc de collision depuis tout à l'heure. Avant de voir la suite des fonctions, la suite de nos inputs, etc., on va s'arrêter sur ce paramètre-là qui est le trace channel et qui est très important parce que vous voyez que la fonction qu'on utilise est précisée bien by channel. Voyez ceci un petit peu comme une télécommande de drone par exemple. Vous allez relier votre drone à une certaine fréquence pour pouvoir communiquer justement entre votre télécommande et le drone. Même chose pour des talkie-walkie ou tous ces éléments-là. Eh bien là, ça va être pareil. Dans notre univers 3D, on va avoir plusieurs canaux. Par défaut, nous avons deux canaux. C'est le paramètre Trace Channel ici. Visibility, caméra. On peut en créer d'autres, ça fait l'objet d'une vidéo qui est sur ma chaîne. Mais par défaut, donc, nous avons ces deux canaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se mettre sur la fréquence Visibility quand on va exécuter par exemple cette fonction de Sphere Trace. Et on va vérifier si sur ce channel-là, sur ce canal, on a des acteurs qui sont réceptifs au blocage, qui sont réceptifs à la collision. Je vous montre tout de suite en jeu. Et ce que je vous montre ici pour un acteur qui est disposé ici, c'est-à-dire pour un static mesh déposé directement sur notre niveau, ça fonctionne exactement de la même façon pour tous les acteurs de votre jeu. Que ce soit des static mesh que vous allez récupérer ici dans votre content browser. Si je prends par exemple ce mesh-là, les informations que je vais vous montrer seront disponibles dans la colonne de droite ici dans la rubrique collision. Tout comme ça l'est dans les blueprints, où si je sélectionne un mesh, un composant dans ma colonne de gauche, je vais avoir également ici ma rubrique collision qui m'intéresse. Donc ce que je vous montre ici, c'est disponible partout en jeu. Pour chaque acteur qui va être posé sur notre niveau, il y aura ces collisions à établir. Et donc là, quand je sélectionne ce cube bleu, dans ma colonne de droite, vous voyez, on défile, on va jusqu'à la rubrique collision. Par défaut, les presets sont repliés, mais nous, on va les déplier. Et je vais vous montrer ce qui est très important de connaître ici. Tout d'abord, le type de collision. Ici, vous avez le collision enabled qui nous permet de dire si oui ou non on les active. Mais si on précise, si on déplie, on voit qu'on n'a pas uniquement pas de collision ou collision. On a ici deux types de collision. Les query only, le physics only et les deux types de collision. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les collisions physiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer une collision entre deux acteurs qui vraiment se rentrent dedans. Ce n'est pas ce type de collision-là qu'on va gérer. C'est une collision de type query, c'est-à-dire qu'on trace un tracé justement entre guillemets imaginaire qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de masse, qui n'a pas toutes ces informations là, mais par contre on veut voir le long de ce tracé s'il y a quelque chose. C'est ce qu'on appelle un query. Et donc ici dans ce paramètre, il faut que vous ayez soit le query only, soit le collision enabled avec le query on physics. Ce sont deux types de collisions. On les retrouve juste en dessous. Si vous souhaitez vous aussi modifier, juste parenthèse, vous venez ici, vous mettez custom de façon à avoir accès à tous ces paramètres et à pouvoir les modifier. Donc ensuite en dessous nous avons deux types de collisions, on les retrouve, les réponses d'objets et les réponses de tracés. Les objets, c'est ce que je vous disais, c'est physique, ça correspond ici à sélectionner le physics only ou d'avoir la physique établie.
Dans le cadre de ce tuto, les collisions physiques, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse ici, sont les collisions de tracé, donc les réponses de tracé. Et vous voyez qu'on retrouve nos deux canaux, Visibility, Caméra. Ce sont les canaux que nous avons dans ce paramètre ici, dans cet input Trace Channel. Repensez à l'exemple des fréquences, par exemple, pour contrôler un drone ou des choses comme ça. Et bien là, on va dire à cet acteur, on va pouvoir désactiver, c'est-à-dire ignorer le tracé ou faire un overlap. Dans le cas de notre fonction sphereTraceByChannel qui retourne connecteur, ça revient au même. Si on veut que nos objets, justement, gèrent les collisions de type tracé sur le canal Visibility, il faut mettre ici bloc. Sinon, vous voyez, si je mets overlap ou ignore, on voit que le tracé traverse ici, il reste de couleur rouge et la collision, elle va se faire uniquement sur le suivant. Parce que mon acteur suivant, en le sélectionnant, on voit que sur le canal Visibility, il est bien en bloc. Si je le mets en ignore ou en overlap, notre tracé se fait bien, il reste rouge jusqu'au bout. Aucune collision est faite puisque nos acteurs, sur cette fréquence, entre guillemets, Visibility, eh bien, ils laissent tout passer, ils ne gèrent pas les collisions. Donc, avec cette fonction, c'est très important de comprendre que ça va nous retourner les acteurs qui entrent en collision avec le tracé, qui vont justement bloquer le tracé sur le canal en question. Maintenant que l'on a vu ça, on va pouvoir étudier tous nos inputs et faire la différence avec la fonction de multi-sphereTraceByChannel. C'est parti pour l'étude de notre fonction qui est ici. Nous avons donc les mêmes inputs, que ce soit dans la fonction sphereTrace ou multi-sphereTrace. Donc le premier élément, le point de départ de notre tracé dans l'univers 3D et le point de fin de notre tracé dans l'univers 3D. Ensuite, comme nous travaillons sur une sphère, on va avoir la notion de radius, c'est-à-dire de diamètre, qui va être exprimée en centimètres. Quelle va être la taille de votre sphère sur laquelle vous allez travailler, quel va être son rayon. Ensuite, on a donc le canal sur lequel on va check notre collision. Est-ce qu'on est sur la fréquence visibilité et la fréquence caméra? Je les appelle fréquences volontairement pour bien faire le lien avec mon exemple. On a ensuite le trace complexe qui va nous permettre, si on le coche, de pouvoir avoir des informations supplémentaires, comme par exemple les coordonnées UV du point d'impact, de l'objet en question sur son point d'impact. Ce sont des valeurs qui sont plus gourmandes en CPU et on essaiera de le faire, j'essaierai de le traiter en tuto et tous les objets ne répondent pas à ça. Par exemple, les skeletal mesh ne vous retourneront rien même si vous activez ceci. On a ensuite le actors to ignore qui nous permet d'ignorer des acteurs, c'est-à-dire que dans le cadre de mon exemple, si je souhaite par exemple que mon cube bleu soit ignoré et que d'autres acteurs en jeu soient ignorés, eh bien il me suffira de venir ici, créer un tableau avec ma fonction makeArray. Et là, en ajoutant des pins, je vais pouvoir venir préciser toutes les instances des acteurs en jeu que je souhaite justement éviter. C'est-à-dire que même s'ils ont leur collision qui est bien paramétrée, quand je sélectionne mon acteur, si sa collision est bien paramétrée à bloc, je vais quand même pouvoir venir dire que tel et tel et tel acteur, je veux quand même les ignorer et dans ce cas-là, ils seront ignorés. Nous avons ensuite la possibilité de pouvoir débugger notre projet. Deux choses pour ça. Le premier, ça va être le GeoDebugType, c'est-à-dire la ligne justement de débugage qui apparaît. Si je mets sur None et que je lance mon projet, nous n'aurons pas ce que nous voyons ici, c'est-à-dire le débugage, ce tracé rouge qui devient vert, on le verra tout simplement pas, c'est-à-dire ce sera comme dans la version finale de votre jeu où les joueurs ne verront pas ça. Après, vous pouvez mettre le for one frame, ça va donc dessiner ce tracé, mais ça va le supprimer à chaque image par seconde, c'est-à-dire ça le génère et ça le supprime à chaque image par seconde. Si vous exécutez cette fonction sur un event tick, c'est-à-dire à chaque frame, vous aurez votre débugage. Si par contre vous exécutez cette fonction juste une seule fois, par exemple, vous vérifiez si votre personnage, ce qu'il y a devant votre personnage pour essayer de ramasser quelque chose, vous allez utiliser ça sur votre clic gauche de souris par exemple, ça va être exécuté qu'une seule fois. Si vous débuguez juste sur une frame, vous ne verrez rien à l'écran, ce sera trop rapide. Dans ce cas-là, vous choisirez le for duration, par exemple, qui vous permet en dépliant ici de choisir la durée pendant laquelle ce tracé de débugage va apparaître à l'écran. Et sinon, vous mettez le persistent qui va vous permettre carrément d'avoir ce tracé jusqu'à ce que vous appuyez sur échappe pour sortir du mode prévisu de votre jeu. Donc voici pour les inputs de cette fonction qui sont exactement les mêmes dans la version multi-sphereTraceByChannel. On va y revenir dans un instant. On s'est intéressé aux inputs. Je vous montre l'exemple que j'ai fait. Il est ici. Donc à chaque tick dans mon cube, je prends mon tracé, je le crée. Donc son point de départ, ça va être le getActorLocation, c'est-à-dire la situation dans l'univers 3D de mon cube. La vraie référence, ça va être ici le pivot. On a ensuite le point de fin. Eh bien, je prends la position de départ de l'acteur. Je vérifie dans quelle direction il est tourné. Je rajoute dans cette direction une longueur de 1000 cm, donc de 10 mètres. Et je viens rajouter donc ceci à sa position initiale qui me donne la position de fin. Le résultat, je l'ajoute ici. Ces fonctions sont disponibles sur ma chaîne YouTube en tuto. Ensuite, au niveau des paramètres, je travaille donc sur le canal Visibility, donc la fréquence visibilité, ce qui veut dire que quand je vais exécuter cette fonction, ça va me retourner uniquement les acteurs qui bloquent
le tracé sur le canal Visibility comme on vient de le voir. Et après, je laisse les valeurs par défaut et mon débugage for one frame. Qu'est-ce que nous retourne cette fonction? Bien, cette fonction ici, nous avons deux choses. Nous avons le outIt et le return value. Le return value, c'est un booléen qui nous retourne si oui ou non il y a eu un impact avec un acteur. On va pouvoir l'exploiter tout simplement avec un branch. On va dire OK, soit j'ai eu une collision avec un acteur, ça me retourne vrai, je peux faire quelque chose. Soit il n'y a pas eu collision, je fais rien ou je fais quelque chose si j'en ai envie. Nous avons le deuxième élément ici, le deuxième output, qui va être le outIt. Autrement dit, ça va nous retourner ici la structure contenant toutes les informations qui sont liées au hit. Dans toutes les fonctions d'Unreal, à partir du moment où vous allez avoir un hit, c'est-à-dire une collision entre deux acteurs ou entre un tracé et un acteur, ça va nous retourner la même structure et on va pouvoir l'étudier en plaçant un nouveau node et en faisant ici un break qui nous permet d'accéder, donc de déplier cette structure d'information. Et vous voyez qu'en dépliant ici, nous avons énormément d'infos. Pour l'instant, je cache ceci. Nous avons énormément d'informations liées donc à ceci. Et ces infos, ça va être super intéressant parce que vous allez notamment pouvoir ici, avec le hit actor, récupérer l'acteur justement avec lequel on est rentré en collision. Si c'est un objet que vous essayez de ramasser, vous allez avoir ici la référence à l'objet justement que vous ramassez. Vous allez pouvoir, si vous êtes en train d'essayer de tirer sur quelqu'un par exemple, bien vous allez récupérer ici le point d'impact, donc le location du point d'impact dans l'univers 3D, et vous allez pouvoir faire spawn par exemple un système de particules de fumée. Vous allez pouvoir attacher à votre acteur et à l'endroit exact où il y a eu l'impact un décal de balle par exemple. Si vous tirez sur un mur, vous allez pouvoir prendre l'acteur et le point d'impact et afficher un décal de mur. Ainsi de suite, vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations qui sont, en passant très vite dessus, est-ce que j'ai touché un acteur ou pas, la distance qu'il y a entre le début de mon tracé et l'endroit où il y a eu l'impact. Ces deux valeurs vont nous retourner dans le cadre de notre fonction de tracé la même chose, c'est-à-dire le location, donc dans l'univers 3D du point d'impact. Ici, la normale du point d'impact. Ensuite, nous allons avoir le physical material s'il y en a un sur l'acteur que nous avons touché. Si par exemple, vous avez mis un matériau physique sur un mur de façon à ce qu'il y ait un son spécifique quand on tire dessus, vous allez pouvoir récupérer ce physical material et jouer le son en question, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'acteur ici que nous avons touché, le composant que nous avons touché, si par exemple on tire sur un personnage qui a un bouclier, on va pouvoir savoir si on a vraiment touché le component bouclier qui se trouve dans l'acteur de notre personnage. Même chose pour le bone name, si on tient sur un skeletal mesh, on va pouvoir, si la collision n'est pas gérée, attention, par le capsule component, on va savoir sur quel os on a tiré, sur quel bone, donc le bras, la jambe, etc. On va pouvoir récupérer dans toutes ces infos. Après, nous avons des valeurs que nous verrons par la suite. Et le trace start and end, ça va être tout simplement ces valeurs qui sont reprises, c'est-à-dire le début et la fin du tracé. Donc vous l'avez compris, hein, je ne peux pas vous faire un tuto en vous montrant chacun de ces points, comment on va l'exploiter. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire en jeu. Le but est vraiment de savoir ce que l'on récupère. Et du coup, à vous après, à votre imagination, de savoir ce que vous allez en faire pour rajouter un élément intéressant dans votre jeu. Moi, ce que je vais faire, c'est un truc tout simple. J'utilise ma fonction custom de print UI pour afficher dans mon interface utilisateur une info et je vais vouloir retourner le nom de mon acteur que nous avons touché. Si je relis ici, ça ne fonctionne pas. Je vais faire un get display name pour récupérer le nom de mon acteur et je vais le relier ici. Donc du coup, ma fonction va me retourner en temps réel le nom de l'acteur avec lequel on est en train de rentrer en collision. Et vous voyez, je refais mon exemple. On a actuellement cube bleu qui s'affiche en bas à gauche. Si je déplace mon acteur cube bleu, ça rentre en collision avec le vert et c'est bien le cube vert qui m'est retourné. Donc cette fonction de sphere trace va permettre de nous retourner toutes ces infos et de pouvoir jouer avec. Maintenant qu'on a vu ceci, on va travailler sur la même chose mais avec la fonction multi sphere trace by channel. Donc je vais récupérer mon event tick et on va venir le positionner ici. Et ça va être plus rapide étant donné que on va traiter le même type d'infos, en tout cas en input. C'est juste la partie output qui va changer. Et la partie collision. Regardons ceci tout de suite. Donc maintenant, je me suis mis sur le multi-sphere trace by channel. Je reviens en jeu. Je quitte mon corps. Et on va faire nos simulations. Vous voyez qu'actuellement, on a beau exécuter notre fonction de multi-sphere trace by channel. Et on a beau avoir... hop là, notre tracé qui rentre en collision avec plusieurs cubes, et bien comme tout à l'heure, pour l'instant, ça nous retourne uniquement le premier acteur. Tout simplement parce qu'au niveau
ici des paramètres de collision avec les canaux, en l'occurrence le canal visibility, je suis sur le bloc. Et donc si je bloque, si j'ai ma collision qui bloque ceci, comme son nom l'indique, ça va prendre en compte la collision et ça va bloquer le tracé. Donc on ne va quand même pas avoir les autres acteurs. Pour avoir les autres, il faut utiliser l'overlap. Et à ce moment-là, si je mets l'overlap, la collision est prise en compte. Cette fois-ci, on le voit avec ce petit carré vert. Et notre tracé continue de couleur rouge pour entrer en collision avec l'acteur suivant. Si l'acteur suivant a sa collision en bloc ici de paramétrer, vous voyez qu'on a collision, changement de couleur du tracé, ça devient vert. C'est le dernier élément. C'est normal, il bloque le canal visibility. Donc du coup, il y a collision et ça ne va pas plus loin. Si je le mets en overlap, alors à ce moment-là, le tracé continue et ça va plus loin. Si je mets en ignore, ça laisse passer le tracé. Mais par contre, la collision n'est pas prise en compte. Comme son nom l'indique, ça ignore. Même chose pour le bleu. Si j'ignore ma collision sur le canal visibility, ça laisse passer le flux. Et dans ce cas-là, mes deux acteurs ignorent le canal visibility. Du coup, vous voyez, mon tracé est bien rouge tout le long. Il n'y a aucune collision. Ça ne va rien me retourner. On peut faire des exemples un petit peu plus nombreux pour que vous puissiez voir justement la différence et l'importance de ces différents éléments. Donc là, volontairement, je place plusieurs acteurs. Voilà. C'est dommage, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais juste vous montrer comment on va exploiter ceci, les outputs de multi-feature, et je vais vous faire mon exemple. Les outputs ici, donc ça va être la même chose sur cette fonction. On a un booléen ici qui va nous retourner vrai-faux avec un branch. On peut faire quelque chose si ça nous retourne vrai. Donc on a la collision avec au moins un acteur, faux s'il n'y a aucun acteur le long de ce tracé. Et cette fois-ci, contrairement à notre fonction de sphere trace by channel qui nous retournait juste une collision, donc du coup on avait accès directement à la structure de la collision, et bien la fonction multi-sphere trace by channel nous permettant de travailler sur plusieurs collisions, ça va nous retourner un tableau, même si on n'a qu'un seul acteur qui a été touché. Un tableau, comment on travaille dessus? On a plusieurs possibilités. On peut faire soit un for each loop pour pouvoir travailler sur chacune des collisions que nous avons eues. Et à ce moment-là, dans le cadre du for each loop, dans cette macro, donc à chaque fois, ça va prendre une première collision et tout ce qu'on va mettre derrière ce pin d'exécution va être exécuté par rapport à cette première collision. Et les infos de cette collision, on les retrouve ici. Notre ArrayLM ici va nous retourner la structure. Si on vient positionner en break, on va retrouver ici la structure de collision, exactement la même chose que ce qu'on avait sur notre première fonction, hein. Si ce n'est que on va accéder à ça pour chacune des collisions. Ce for each loop, il va récupérer la première collision. On vient ici, on fait un break, on peut savoir sur quel acteur on est rentré en collision et faire ce qu'on veut avec. Dès que notre script ici sera fini, automatiquement, ça va passer à la collision suivante s'il y en a plusieurs. Et refaire exactement la même chose. On fait un break, on récupère les infos, on fait ce qu'on veut. Tout ce qui va être mis dans ce for each sera fait comme ça. Vous avez une vidéo sur ma chaîne pour vous expliquer le for each loop. Nous, ce que nous allons faire dans notre exemple, c'est quelque chose de plus simple. On va utiliser ici la fonction qui s'appelle length, qui nous permet de retourner la longueur du tableau, c'est-à-dire le nombre de collisions qu'il y a eu. Si notre tableau a 3 collisions, ça va nous retourner ici tout simplement 3. Et ceci, je vais l'afficher dans mon interface utilisateur avec ma petite fonction custom. Et on va tout de suite regarder ce que ça donne en termes d'exemple. Et je vais vous faire donc l'illustration de l'importance aussi au niveau des collisions. Vous voyez qu'à ce stade, j'ai donc le chiffre 1 qui apparaît en bas à gauche. J'ai bien une collision avec un seul acteur. Si je passe ici en overlap, je rentre en collision avec 2 acteurs. On a bien le chiffre 2. Je vais mettre tous mes acteurs en overlap. C'est bien ça. Et maintenant, je vais créer plus d'acteurs pour illustrer, comme je vous le disais, mon exemple. Tac. J'en positionne un autre et pourquoi pas un autre. Donc en tout, j'ai 5 acteurs. Ils sont tous en overlap et vous voyez que la fonction me retourne bien 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que par exemple celui-ci, ou le vert plutôt, je vais le mettre en bloc. Ça va me retourner 3. J'ai bien le premier, collision, deuxième collision, le troisième, j'ai la collision. Et comme j'ai bloqué, le reste du flux, le reste du tracé se fait, mais les collisions ne sont pas prises en compte. Si mon cube vert, je le mets en overlap au niveau, pas en overlap, en ignore au niveau de mon tracé visibilité, ça me retourne 4. Effectivement, j'ai bien le premier et le deuxième qui est pris en compte. Mon cube vert, il y a collision, je vais bien le mettre au mieux hein, pour pas qu'il y ait de doute. Il y a bien collision, mais comme ici, son paramètre visibility, son channel visibility est à ignore, bah, ça traverse et ça continue après. Tac, j'ai une collision, j'ai une collision. Donc voilà l'importance vraiment de bien gérer vos collisions dans le cadre de vos objets quand vous utilisez vos fonctions de line trace. Maintenant qu'on a fait donc ce petit, qu'on s'est un petit peu amusé avec nos collisions,
On va repasser ici, juste pour vous dire, terminer ce tuto, eh bien que grâce à ce tableau, vous allez donc pouvoir travailler sur chacun des acteurs. Ça va vous servir à quoi? Eh bien par exemple, si vous avez plusieurs objets au sol et que vous souhaitez ramasser en un seul coup tous ces objets, quand vous allez vouloir exécuter justement votre fonction de regarder ce qu'il y a face au personnage pour le ramasser, eh bien en faisant ceci, vous allez ramasser tous les acteurs que vous allez croiser. En faisant la première fonction de Sphere Trace by Channel, vous allez ramasser le premier objet avec lequel vous allez rentrer en collision. C'est un exemple parmi tant d'autres avec lesquels vous allez pouvoir travailler donc avec nos deux fonctions qui sont le Sphere Trace by Channel et le Multi Sphere Trace by Channel. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser vos questions si vous en avez.